moi je veux te dire, moi je pétais ma tête sur le freestyle de Give Me Five avec James Dino. Oh, on va foutre la merde. Tu rentrais en studio, tu leur cassais la gueule en studio, ils te respectaient. Observer toute cette ville, elle est hard, elle est belle, elle est trash, elle est sale, elle est cool. Timeline, le podcast. Take one. Hello, moi c'est Accro. J'ai commencé le rap en 93 et j'ai fait mes armes avec Starflame jusqu'en 2004. J'ai sorti plusieurs albums, développé plein de projets et m'occupe aujourd'hui de Tarmac, le média digital de la RTBF. Bienvenue dans Timeline, une belge histoire du rap, le podcast. Dans cette série, je pars à la rencontre de la crème du rap belge pour des entretiens exclusifs et approfondis. Comment notre rap a évolué depuis son origine il y a déjà 40 ans? Comment les Belges ont développé leur carrière à l'international? Quelles ont été leurs inspirations depuis tout petit, au nord, au centre comme au sud du pays? Qu'est-ce qui marque des différences entre les générations ou les relie encore? Une série d'invités de choix m'ont donné de leur temps pour répondre à toutes ces questions. So let's go. On dit que les Blancs ne savent pas danser. C'est avec ce gimmick que James Dino se fait remarquer en 2007. Originaire de Waterloo, ce fils de flic prend la tangente et l'humour pour se distinguer du rappeur ordinaire. Souvent incompris, il affronte le marché français alors qu'il subit une grosse dépression suite à des flashs paranoïaques dus à de fortes consommations de shit. Complice de Diams, punchliner, roi du stand-up ou du divertissement télé, James Dino a plusieurs cartes dans sa manche. Retour sur le parcours hors norme d'un des talents les plus marquants du rap belge. À quel âge tu commences à t'intéresser et à griffonner du rap et t'es quel genre d'ado quand tu commences à rentrer dans le rap? Alors moi, j'ai découvert le rap assez tard. Le premier son que j'ai écouté, c'était un morceau d'NTM, tu sais, sur les beats encore, comme à l'endroit, comme à l'envers. J'ai le touché ni ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le touché ni ta mère. Mais j'étais pas du tout dans le rap. Moi, j'étais guitariste et donc j'étais influencé plus par des musiques qui correspondent à la guitare. Et j'ai découvert, moi, le rap via ce qu'on appelait la New School à l'époque, la New School du rap français, c'est-à-dire Deux Balles de Nègre, La Clica. Conçu pour durer, toujours pour durer. Tous ces rappeurs français qui sont arrivés après NTM et IAM, quoi. Et donc, moi, je suis de cette génération-là. C'était en 97, j'avais 17 ans. Et j'étais tombé un peu amoureux du flow d'un rappeur qui s'appelle Roca, qui m'a super influencé. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel. Je vais dire comme toutes les groupies de l'époque, tu connais les chansons par cœur, et puis tu essayes de les apprendre par cœur, et puis tu les rappes en même temps que lui, et puis avec un ami de l'école, on s'est dit, bah tiens, on va essayer d'en écrire un et tout. Puis j'en ai écrit un, ça m'a plu. J'ai enregistré, tu sais, on enregistrait à l'époque sur les chénifis, tu mettais la cassette, la petite radio de salle de bain avec le petit micro là. J'enregistrais mon texte, après je reprenais une autre cassette, je faisais passer la cassette, je faisais les doubles voix. Puis après j'allais promener mon chien avec mon Walkman jaune Sony là, tu te souviens, avec le truc. J'allais promener mon bichon dans le quartier, j'écoutais en boucle. Et puis voilà, ça m'a plu. Et puis j'écrivais beaucoup à l'école en fait, hein. Et j'écrivais des fois 4-5 textes par jour, et puis je rentrais chez moi, j'enregistrais. À ce moment-là, t'es à Waterloo? Ouais. On a une vision de Waterloo qui n'est pas spécialement street, pas spécialement des gars qui peuvent être fans de rap. Vous êtes combien à traîner dans ce délire à Waterloo? Je sais pas, mais à Waterloo, à l'époque, il y avait beaucoup de Congolais. Parce que c'était l'époque Mobutu. Et tous ces Congolais-là étaient quand même forts dans la musique. Il y avait quand même des connexions aussi avec Bruxelles. Donc il n'y avait pas une street au sens propre du terme, mais il y avait quand même tout à fait l'esprit du rap. Et ça existait tout à fait chez nous, quoi. Après, des rappeurs, il y en avait déjà pas mal, en fait. Même à Bruxelles, ça commençait à venir. Je me souviens qu'il y avait le frère... je sais plus comment c'était son blaze à l'époque. C'était le grand frère de Relique qui était dans le groupe Ultime Team. Aujourd'hui plus qu'hier, je sais pas où j'en suis. Je veux pas être ce qu'on veut que je sois. Si tu me suis, c'est entre moi et moi. Son grand frère et son blaze... Kurt. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un bon rappeur, en plus. Et lui, je sais qu'il était dans une école pas loin. Et on avait aussi entendu des maquettes à lui. On était quand même impressionnés. Et puis voilà, et petit à petit, on va dire que beaucoup de gens dans la ville s'y sont mis, quoi, en fait. Parce que nous, on était un peu dedans, et puis finalement, ça a intéressé d'autres jeunes, et finalement, on s'est retrouvé à quand même pas mal de jeunes à rapper à cette époque-là. Et c'est là que j'ai rencontré aussi les MC de mon premier groupe, donc SK, Baroque et FOS. Et on a fait notre premier groupe, ça s'appelait Profil Bas, on était 4. C'était très sympa. Me dire qu'on me l'avait prédit, miscrédit vu mes crédits. Les banquiers brillonnaient, mon nom les
vais tous cuisiner, ils disent non. Tu parlais des rappeurs français comme Roca, la Clica. Est-ce qu'il y avait des groupes belges qui vous inspiraient aussi? Les albums que Starflame ont fait, les premiers albums, ils sont mythiques. Je l'ai réécouté encore il n'y a pas longtemps, le tout premier. Et pour moi, ça a vraiment bien mûri, en fait. Ça n'a pas changé. Et voilà, mais c'est vrai que nous, on n'était pas à Bruxelles, donc on était un peu moins connectés, quoi. Puis bon, comme il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il fallait, pour être au courant, c'était autre chose. Mais voilà, et puis j'ai rencontré aussi Preacher Matt. Et lui aussi, c'était un monstre. Ça l'est toujours, d'ailleurs, parce que lui, c'est vraiment un artiste, dans le sens de la profondeur du terme artiste, monstrueux. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de Preacher Matt, même aujourd'hui. C'est fou, hein? C'était un vrai artiste impliqué émotionnellement dans son truc, une machine de guerre. Un gars qui écrivait 50 textes par jour et qui subit aussi les côtés plus sombres de l'investissement profond, émotionnel, d'éthique, aussi les valeurs. Et donc, voilà, mais en même temps, c'est ça qui est beau aussi, c'est il vit son truc à fond, quoi. Quelle est l'importance du côté crew et du côté hip-hop pour toi? Alors, ce que je dis toujours, c'est que ma génération à moi, on est la première génération qui est sortie du hip-hop, en fait. C'est-à-dire que moi, je viens pas du hip-hop. D'ailleurs, je connaissais rien à l'histoire du hip-hop. C'est pas quelque chose qui m'a touché. Moi, personnellement, j'ai été touché par la musique, au fait. Et j'ai jamais été ni dans les valeurs, ni dans la revendication, ni dans l'envie de changer le monde, ni dans le côté social. Je suis pas du tout un rappeur de gauche. Et le hip-hop était vraiment de gauche, c'est-à-dire engagé socialement, les cliques, les crews, ensemble, on fait des choses ensemble. C'était vraiment toutes les valeurs de gauche. Mais bon, moi, personnellement, ce qui m'intéressait, c'est la musique. Et c'est vrai qu'après, ce qui m'a intéressé rapidement, c'est l'argent. Je sais, c'est nul, oui, mais j'assume. Dis-moi qui n'a jamais rêvé de faire des thunes. Parce que j'avais pas le choix, en fait. Soit je travaillais dans un restaurant, dans un truc, ou soit j'essayais de vivre de ma musique. Et à l'époque, il y avait un espoir. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit, c'est possible, au fait. Malheureusement et heureusement, j'ai vite pensé à l'argent. Mais ce que je dis toujours, c'est que j'ai pas commencé à faire de la musique pour l'argent. C'est ça la différence, au fait. C'est-à-dire que tu as des rappeurs qui sont, enfin, même pas des rappeurs, plutôt des chanteurs à l'époque, qui étaient vraiment utilisés pour faire de l'argent. Tandis que moi, c'est une passion. Et rapidement, la question de l'argent s'est posée. Et elle a travesti un petit peu la musique, bien entendu, parce qu'on est d'une génération où, si tu voulais réussir, il fallait passer en radio. Et les radios étaient des radios plutôt familiales, donc il fallait faire des concessions dans les textes, il fallait faire attention. On travestissait un petit peu, ce qui est normal. Moi, j'aime pas le mot travestir parce qu'il est négatif. Mais c'était de l'adaptation. Comme dans la vie de tous les jours, tu parles pas de la même manière à ta mère que tu parles à ton meilleur pote, on adapte notre discours en fonction des gens qu'on rencontre. Et là, quand tu devais passer en radio, il fallait adapter le discours, ce qui est normal. J'ai jamais été un entrepreneur, je suis un garçon plutôt spontané et bon, avec ses bons et ses mauvais côtés, quoi. C'est-à-dire que je vis un peu les choses comme ça au jour le jour. Je suis pas du tout un carriériste intelligent, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui voit les choses sur le long terme. Du coup, le travail de promo, je sais que ça a été un peu compliqué pour toi à ce moment-là. Ouais. Est-ce que c'était parce que tu t'es mis trop de pression ou parce que tu t'es dit, en fait, là, ça me parle plus, moi, je voulais juste faire ma musique? Mais c'était trop de pression. Bon, il y avait plusieurs facteurs. Nous, malheureusement, on était une époque de gros fumeurs de shit et de bœufs. Et ça faisait déjà 10-15 ans que je fumais, mais d'une manière un peu démesurée. Comme tous mes potes de l'époque, d'ailleurs. Hein. Ça nous a un peu tous détruits. Et bon, moi, j'étais visiblement plus sensible, plus fragile au niveau de la génétique. Et donc, bon, ça, plus la malbouffe, plus le stress, plus c'est tout un cocktail qui a fait qu'à un moment, j'ai pété un plomb. Mais j'avais une pression énorme et ça a joué à fond dans mon pétage de plomb parce que moi j'étais un rappeur blanc, que je venais de Waterloo et mon père était flic. Donc j'avais tout ce que le rap déteste de plus, c'est-à-dire la police, les bourgeois, ou ceux qui sont considérés comme les bourgeois, les blancs. Donc j'avais le cocktail ultime, quoi. Et en même temps, il y avait personne qui était signé en maison de disques. Il y avait Starflame qui fonctionnait bien, mais qui était un collectif, donc c'était pas du tout la même chose. Et donc moi, j'avais la responsabilité, malgré moi, de représenter l'ensemble des rappeurs, alors que ces rappeurs ne me concernaient pas. Je veux dire, chacun avait son monde. Moi, j'avais le mien et j'étais pas du tout en mesure de représenter qui que ce soit. Et c'est vrai que j'avais peur à l'époque du rejet, j'avais peur de la jalousie, du jugement et de la critique. Et c'est vrai que j'avais une pression énorme, c'est vrai. Mais tu cites Starflame, je sais que nous, on était signés, je pense, juste avant toi. Et il y a aussi là aussi qu'il y a eu ce genre d'épisode.
T'as pas eu l'impression que nous, en tant que Belges, aussi bien chez Bicos que chez Hostile, tous ces labels, on nous demandait d'être quelqu'un d'autre? Parce que je me souviens, nous, on nous disait « Ah non, pas de rap conscient pour des Belges, parlez-nous des moules frites. » Si là, on lui a dit « Tu seras le prochain Cynique, mais ne dis pas que t'es belge. » Tu vois, c'était chaud d'arriver en tant que Belge. Mais moi, j'ai signé sur une maquette. Donc la question était réglée, au fait. Moi, je suis arrivé avec une maquette, j'avais 12, 15 titres, 17 titres. Et ils ont aimé, et on a refait ces 15 titres en studio. Donc il y avait plus de... On avait déjà les titres, ils ont signé les titres qu'ils connaissaient. Moi, on n'a pas essayé de me formater, c'est pas comme si j'étais arrivé, on dit « Ouais, lui, il a du talent, mais on sait pas ce qu'on va faire avec lui. » Moi, j'avais déjà tout mon matos. Et quand tu pars en tournée, en promo en France, comment ça se passe? La France, c'est grand, c'est un pays de fous. Mais c'est vrai que, bon, moi, j'ai eu des gros problèmes psychiatriques en 2007. Donc, juste à la sortie de mon album, en fait, 6 mois avant. Et donc, quand j'ai commencé à faire ma tournée, entre guillemets, j'étais médicamenté, mais avec des trucs de chevaux. Donc, moi, j'ai passé ma tournée à dormir. Moi, j'arrivais dans le train, je dormais. J'arrivais à Paris, je me levais pour aller jusqu'à l'autre train. Après, je dormais. Après, on me déposait à l'hôtel, je dormais. J'allais faire mes soundchecks, je rentrais dormir, puis je faisais mon concert, puis je dormais. J'ai dormi pendant 2 ans. En fait, j'avais plus rien à foutre de rien, moi. Le délire que j'ai eu, c'était un délire un peu mystique, comme beaucoup de gens, donc un peu mystique, un peu religieux. Donc ça surpassait tout, quoi, en fait. Donc moi, ça m'a pas touché. T'as un peu fait la Diams avant l'heure, en fait. Mais j'ai eu une aventure avec Diams. Quand je marche dans ma ville, comme un coup de gêne quand je parle de ma vie, comme un coup d'aigreur. On a eu une histoire en commun parce qu'effectivement, j'ai eu la chance de la rencontrer. On faisait une résidence comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire on jouait 5-10 dates. C'était au Lavoir Moderne à Paris, c'est une salle qui n'existe plus, je crois. Et Diams était venu nous voir avec Vita à l'époque. Ouais, c'est qui là? Mel, c'est Vi, ouvre-moi. Ça va vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mel. Je parle de ça, c'était en 2007. Et donc elles étaient vraiment au top, en fait. Diams était au top de sa popularité. Et elle est venue me voir parce que c'était une copine de notre directeur artistique. Et elle a eu vraiment un coup de cœur, en fait. Et donc, on s'est rencontrés, on a discuté, puis on a fait un morceau ensemble. C'est dur d'avoir le sourire malgré les blessures. Ouais, trop dur, le cœur maintenu par des points de suture. Du coup, elle était motivée pour le faire. Et puis, on s'est un peu fréquentés. C'est à partir de ce moment-là où elle a... Je sais pas si c'est de ma faute, j'espère que non. Elle a commencé là à avoir des problèmes aussi de cet ordre-là, quoi. Donc, elle a été aussi internée. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était elle qui m'avait donné le premier livre, un livre qui concernait l'islam. Un sujet, j'étais pas du tout concerné par ce sujet-là. Elle m'avait donné un livre un jour chez elle et j'étais reparti avec. Et donc, je crois qu'elle était déjà évidemment aussi concernée par ces sujets. Mais c'est vrai qu'on a été liés par ces 2 histoires en même temps. C'est fou, ça. Et donc, voilà. Et comme elle, t'as une autre passion, c'est les freestyles, les go trips. T'es un grand amoureux de freestyle, tu continues. Ça te vient d'où et comment ça se fait que c'est le fil conducteur? En fait, pour moi, le dino, c'est le kicker, c'est le punchliner, c'est le freestyler, c'est les go trips. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ben, nous, notre génération de rappeurs, ça a commencé par là. C'était pas des chansons, c'était chacun dans le quartier avait un texte. Alors on mettait une face B sur le vinyle et voilà, on avait 5-6 textes et le micro tournait et chacun balançait son freestyle. C'est ma génération. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est réalisé le fameux freestyle Give Me Five avec Kaba, Gigi, Nekfeu, Alpha One, etc. Alors ça, c'est un rap qui s'est fait de manière tout à fait improvisée. C'était un festival. Et moi, j'étais venu là en tant que spectateur. C'est rare d'ailleurs que je vais à des festivals, donc moi, j'allais pas du tout pour jouer. Puis, Départ One était là. Elle m'a dit, ah tiens, je fais un freestyle avec un tel, t'as pas un texte et tout. Donc, moi, j'ai quand même toujours continué à écrire des textes. Donc, j'y allais, c'est parti, petit freestyle, et puis ça s'est fait comme ça. Je suis radin, mais ça m'empêche pas d'être un mec sympathique. J'ai des oursins dans les poches et quand faut payer, ça pique. Je connaissais personne, moi, à l'époque. Hein. Donc, ouais, c'était génial, quoi, parce que, en plus, j'avais eu la chance d'ouvrir ce freestyle. J'étais un peu aussi atypique parce que j'étais déjà un peu plus âgé, donc j'avais ma petite coupe. Mon petit truc, ma petite veste de... Non, c'était sympa, mais on m'en parle très souvent de ce freestyle. Ouais. T'as fait d'autres freestyles d'ailleurs pour Give Me Five, et même j'ai l'impression que quand tu reviens avec un projet, parfois tu repasses par Départ pour remettre le starter à zéro. Quelle est l'importance de Give Me Five dans ta carrière et dans le rap en Belgique? En fait, moi, Départ One, je l'ai connu avant Give Me Five.
C'est-à-dire qu'on était toute une petite clique à l'époque. Il y avait Ultime Team, et c'était notre jeunesse où on picolait beaucoup, on faisait beaucoup la fête, on traînait beaucoup tous ensemble. Et donc moi, j'ai connu des One comme ça, en fait. Lui, je le considère comme encore un hip-hopper de gauche, complètement, quoi. C'est-à-dire que c'est le gars vraiment impliqué par l'éthique. Donc il est encore dans ce goût du rap, ce goût de la musique, et il parle que de ça, quoi. Donc j'aime bien passer par lui, pour revenir aux sources, c'est-à-dire pour revenir au rap qu'on pratiquait avant, celui qui n'est pas fait pour l'argent, celui qui n'est pas fait pour les radios, celui qui est fait plus pour les valeurs qui étaient les nôtres à l'époque, c'est-à-dire le kickage, la musique, au fait. Moi, ce qui m'a intéressé dans le rap et ce qui m'intéresse dans le rap aujourd'hui, c'est la musique. On m'a obligé à devoir dire des choses, mais moi, j'ai rien à dire et j'ai pas envie de dire. Je me suis jamais levé un matin en me disant je veux faire passer un message aux gens. Ça n'a jamais été mon sujet. J'y ai été obligé parce qu'on m'a expliqué le rap, ça vient de là, il faut dire des choses, tu peux pas te permettre de... Donc on m'a obligé à réfléchir sur le fond, mais c'est vrai qu'à la base, moi, ce qui m'intéresse dans ce truc, c'est la forme pure et dure. Mais donc Give Me Five a quand même permis à beaucoup de rappeurs belges de s'essayer et d'arriver quelque part, quoi. Bien sûr, à fond, Give Me Five a d'ailleurs un respect énorme au sens large, même avec des rappeurs français, un peu plus, je veux pas dire confidentiels, c'est parce que c'est pas le bon mot, mais des rappeurs vraiment underground, mais fortement respectés dans l'underground, même en France. Et ouais, il a bossé, le mec, au fait, il s'intéresse aux autres. C'est une de ses qualités, c'est qu'il s'intéresse à ce qui se fait, et il s'intéresse autant à ceux qui sont pas connus qu'à ceux qui sont connus, et quand il découvre quelqu'un qu'il aime bien, il le met en avant. Tu as démarré avec un maxi branleur de service, avec les petits scratchs, avec des petits sons de sexe. Est-ce que c'était important, tu disais que tu venais du rock, ce côté guitare, trash, breakbeat. C'était important de dénoter pour toi en arrivant, ton premier projet? J'avais un peu, ce que j'explique souvent, le syndrome du petit freluquet dans une cour de récréation, quoi. C'est-à-dire que j'avais le sentiment de devoir me crédibiliser, quoi. Et donc, comme tous les petits freluquets dans les cours de récréation, ils s'essayent à l'humour, souvent. Comme ils ne peuvent pas se frotter aux muscles, ils essayent un petit peu de s'intégrer par l'humour. Et je crois que c'est ça qui a expliqué mon sens de l'humour dans le rap. Et si tu remarques, c'est beaucoup de rappeurs blancs qui font de l'humour dans le rap. Le rap humoristique, en dehors de Kamini, et encore lui, c'est parce qu'il avait le même souci, parce qu'il habitait dans la Cambrousse, et qu'il a certainement eu le même problème de street crédibilité, où il s'est dit ah, ça va être compliqué pour moi, qui s'est essayé à l'humour. Moi, je crois, c'est une théorie que j'ai, peut-être que je me trompe, mais beaucoup de rappeurs comiques, c'est des rappeurs blancs. Et il faut se poser la question pourquoi. Et moi, mon cas, c'est ça. C'est parce que voilà, j'ai eu peur de ne pas être accepté. C'était d'ailleurs un sentiment que j'avais qui s'est avéré totalement faux. Parce que j'ai toujours eu peur d'être jeté et c'est toujours le contraire de ce qui s'est passé. Quand tu es un rappeur blanc et que tu as le sentiment que tu te dis je vais être jeté, tu as deux possibilités. Soit tu fais le fou, ou soit tu fais plus du rap humoristique. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de rap sérieux parce que c'est ma nature. C'est pas se prendre au sérieux. J'aime bien ce qui est sérieux. J'aime bien discuter comme on discute maintenant. On est dans une discussion sérieuse. Et j'aime bien ça, moi. En fait, j'aime que ça. Mais j'ai dû mettre du temps à me dire, OK, maintenant, relax, tranquille, tu vois, pour me dire, maintenant, tu peux être toi-même et te permettre de faire ce que tu as envie, quoi. En 2008, tu nous disais que les Blancs ne savent pas danser. En 2025, est-ce qu'ils savent danser? Ils savent pas danser, ouais. On dit que les blancs ne savent pas danser, mais c'est faux. C'était une bonne idée que j'avais eue. Mais ouais. Les Blancs ne savent pas danser. Mais je vais resituer dans le contexte de l'époque cette chanson parce qu'elle parle d'un moment charnière, en fait. C'est-à-dire que, je te dis, moi, à l'époque, il commençait à y avoir des gens qui mangeaient grâce au rap et c'était les tout débuts où le rap commençait à rentrer en club. Il a commencé à rentrer par le R&B, puis il s'est rentré par le rap. Et c'était très, très mal vu à l'époque de faire des couplets chantés. D'ailleurs, les rappeurs disaient « on va donner ça à une meuf ». Toutes les premières chansons de rap français qui ont cartonné, c'est des meufs qui étaient au refrain, parce que c'était très mal vu de chanter. T'étais vite une fiotte, comme on disait à l'époque. C'est pas un mot que j'utiliserais moi. C'est vrai. Mais ça rentrait en club. Une fois que le rap est rentré en club, ça a commencé à faire de l'argent. Et donc moi, je m'étais dit à l'époque, il faut que je fasse un morceau club, parce que tout le monde commençait à faire des morceaux club. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme thème? Parce que tu te dis, voilà, je vais pas te dire, ah, tout le monde danse, ça collait pas du tout à de là où je venais, quoi, en tout cas dans la musique. Et donc, j'avais eu cette idée, parce que moi, je sais pas danser, ou en tout cas, j'ose pas danser. Alors, j'avais vu au vidéoclub, là, les Blancs savent pas sauter, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Oui, j'ai eu raison.
T'as été un des premiers rappeurs belges à avoir un Planète Rap. Tu te souviens de cette semaine spéciale? J'ai quelques souvenirs, ouais. On avait eu quelques petits invités. J'avais eu un témoignage de Soprano que j'avais eu l'occasion de rencontrer avec mon manager de l'époque. On était parti dans sa petite polo. On était parti à Marseille. Je sais pas qui nous avait pris. On était parti à Marseille à 2. Et on avait eu la chance de rencontrer Soprano et toute l'équipe à l'époque, qui était aussi au début, qui était encore vraiment au début de Psychiatre de la rime. Que je rappe mes vérités comme un mec bourré sur un balcon. En tout cas, j'ai plus rien à perdre, alors cessez de crier. Sopra fait pas le con, j'en ai rien à faire. Et alors, on avait bu quelques verres sur le Vieux-Port avec eux. C'était totalement lunaire, d'ailleurs, quand je réfléchis à ça. Pendant la nuit, au Vieux-Port, il n'y avait personne. Elle m'avait fait un témoignage parce que je lui avais fait écouter ma chanson Branleur de service. Branleur de service, je reste un branleur de service. Et je me souviens que le gars, s'est posé des questions, quoi. Il s'est dit, je suis pas sûr que ça va marcher, tu vois. mais c'est marrant parce qu'il s'en était quand même souvenu. Elle avait fait un petit témoignage au téléphone qui m'avait touché, qui était très sympa. Mais bon, c'était pas les Planètes Rap d'aujourd'hui, quoi. J'étais pas venu avec 55 Renois, fumer spliff sur spliff, qui ont su mettre une autre ambiance là-bas, qui était sympa aussi. Nous, c'était assez calme, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de l'époque où tu faisais des battle rap? Parce qu'il y en a eu pas mal dans le côté Brabant Wallon. Alors, j'ai fait des battle rap comme tous les rappeurs de l'époque. C'était un peu la mode. J'en ai pas fait tant que ça. Et j'étais pas très bon, en fait, dans cet exercice-là. Parce que j'étais fort émotif, c'est-à-dire je le suis toujours d'ailleurs fort sujet à l'anxiété, au stress et tout. Et j'ai pas une grande capacité à gérer mon stress et mon anxiété. Et là, dans ce cadre-là, c'était quand même important à l'époque parce que c'était pas vraiment des choses très publiques non plus, quoi. C'était pas filmé pour TF1. C'était quand même dans l'underground. C'était une ambiance particulière. Donc j'en ai fait quelques-uns, mais c'était pas spécialement ma tasse de thé, d'autant plus que notre génération, on faisait ça en impro, ce qui était de la folie en fait. Parce que, je veux dire, ça terminait pour quasi tous d'entre nous après 4 phrases par fils de pute. Je veux dire, parce qu'on n'avait pas la créativité pour casser un, et puis ça partait en couille, et puis, je veux dire, il y a eu des histoires quand même pas possibles. Et j'ai aimé après le fait qu'ils aient fait des battles, ça c'est plus ce Cynique et tout ça qui faisait ça, je sais pas c'était quoi le bateau ivre ou je sais pas en quoi en France, et où ils faisaient des battles où tu connaissais ton adversaire et que tu pouvais écrire. C'est mieux au fait, parce que voilà, tu as accès à de l'artistique, ça reste du clash, ça reste du battle, mais c'est plus réfléchi, c'est plus agréable à écouter pour le public. Et d'ailleurs on avait fait nous un battle sur mon album. Tu m'étudies, tati, laisse les grands MC s'occuper des battles. Ils feront comme dans 8 Mile et tu devras fermer ta gueule. Écrit, ce qui est beaucoup plus artistique et beaucoup plus chouette, quoi. Bon, après, il y en a qui étaient meilleurs que d'autres. Mais ça aussi, c'est un truc totalement générationnel. Nous, on vient de l'impro, tous. C'est-à-dire que c'était une discipline musicale. C'est-à-dire que quand on se rejoignait, c'était... Bien sûr, les gens faisaient des textes, mais c'était quelque chose qu'on pratiquait souvent. Il y a eu des rappeurs qui se débrouillaient bien en battle. La B7 se débrouillait très très bien. On dirait que je rappe en face d'un cachalot. Merde, c'est la B7 et qu'est-ce qui se passe? C'est pas des... La B7 vient de mon quartier, on se connaît depuis le début, on a aussi commencé ensemble. Scylla, je sais pas s'il faisait de l'impro, mais moi j'ai commencé avec Scylla. On se retrouvait des fois dans des maisons avec des faces B où ça rappait, chacun prenait... C'est au tout début. Moi, la difficulté que j'ai eue à l'époque, c'est que j'étais dans une transition. C'est-à-dire que le disque ne se vendait plus du tout parce que tout le monde commençait à avoir un PC à la maison, mais tout le monde avait encore la capacité de télécharger les sons gratuitement, de les mettre dans son petit MP3 là, qu'on mettait, là, le petit tube mauve. Donc, plus personne ne vendait des disques parce que la musique était totalement gratuite. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de streaming. Donc, je suis arrivé vraiment où le système a basculé et il a fallu que le nouveau système se mette en place. Et maintenant, il est en place avec le streaming, les gens quand même gagnent de l'argent. Il y a les réseaux sociaux, et moi j'étais un petit peu juste dans la transition en fait, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Donc c'était pas le moment le plus facile pour se débrouiller, mais enfin bon, aujourd'hui les rappeurs d'aujourd'hui ont leurs difficultés. C'est-à-dire que quand eux ils postent un freestyle ou une chanson, il y a 5 millions d'autres MC qui ont posé exactement au même moment et donc ils doivent s'en sortir avec les algorithmes. Donc chacun a ses facilités, ses difficultés. Je crois pas que ce soit plus facile aujourd'hui, pas du tout. On peut reprocher beaucoup de choses au rap. Et moi, il y a beaucoup de choses que je déteste dans le rap. Mais l'une des qualités du rap, premièrement, c'est un milieu qui est autodidacte.
Donc c'est un art qui ne s'apprend qu'en pratiquant. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de solfège, il n'y a rien. C'est vraiment un truc que tu apprends. Et donc il y a quand même une liberté. Et comme il y a une liberté, il y a une sincérité. C'est-à-dire que les gens ont encore l'occasion dans le rap de dire ce qui est en accord avec ce qu'ils pensent. Et ça, c'est une grande vertu. Et moi, je crois que plus le système est muselé, plus les médias sont muselés, plus les rappeurs deviennent vulgaires. En fait, la vulgarité dans le rap, c'est Val qui disait ça. Il disait c'est une obligation. Mais moi, je crois que la vulgarité dans le rap symbolise une envie de liberté. Plus tu me muselles, plus je vais être vulgaire, plus je vais dire des choses énormes. Et parce que je crois que c'est un rejet, tu vois, une envie de garder sa liberté. Il y a quelque chose de très politique, moi, je crois, dans la vulgarité dans le rap. Et c'est un art. Il y en a qui... Je veux dire, tu regardes des gens comme Caris, moi, je trouve que c'est des gens géniaux. Parce qu'ils sont dans la vulgarité extrême, dans l'exagération. L'exagération, c'est un procédé humoristique. Caris, il est drôle dans certaines de ses punchlines. Al Capote, il est drôle dans certaines de ses punchlines. C'est des gros écrivains. Franchement, ils font des punchlines. Tu peux défier n'importe quel artiste ou lyriciste connu en France, des gens comme Francis Cabrel, qui n'auront jamais le niveau de faire des choses comme ça. C'est super bien écrit, c'est super bien pensé, c'est super bien imagé, c'est très drôle. Et nous, on sait très bien que c'est aussi fait pour... c'est du style, au fait. C'est pas... C'est intéressant, très intéressant comme analyse. Est-ce que tu as suivi la chaîne de Caballero Jean Jass, Aïe Finzerbe, les délires qu'ils font autour de la weed et de la cuisine? Mais bon, j'aime pas dire ça parce que ce serait critiqué. En même temps, je trouve ça formidable parce que c'est des nouveaux concepts qui déchirent et je comprends que ça touche une génération de fous. Et si j'avais regardé ça à l'âge de 17 ans, je serais complètement dedans. C'est sûr que j'aurais tout regardé. Après, voilà, moi, je connais malheureusement les dangers, même de ce qu'on appelait la drogue douce à tort. Le joint, je sais que ça a fait des ravages dans notre génération. Je sais que c'est pas bon pour tout le monde. Et que, voilà, malheureusement, il y a dans le lot de ceux qui aiment ça et qui trouvent ça cool aussi aujourd'hui, certains qui vont périr, entre guillemets. Quand je dis périr, c'est qu'ils vont devenir schizophrènes ou bipolaires ou parano, ou voilà, parce qu'il y en a qui, malheureusement, génétiquement, ont ça en eux. Donc moi, je suis pas trop pour le fait de l'encourager, mais après, je trouve ça normal. Moi, j'étais comme ça aussi. C'est marrant parce que on fait des campagnes contre le HIV, on fait des campagnes contre l'alcool, mais on fait presque jamais aucune campagne sur la weed. Bob Marley, mon frère. C'est Bob Marley qui nous a mis tous dedans. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Faut pas aller voir son film, faut pas donner de l'argent. Non, je rigole. Non, je rigole à moitié. Parce que Bob Marley, on en parle beaucoup pour l'instant, donc j'ai regardé beaucoup de docus. Personnalité extraordinaire, une bonne personne, une bonne âme. Mais qui a fait du tort aussi malgré lui. Parce que, voilà, il a rendu le joint cool. Il a dit, voilà, la drogue dure, c'est pas bien. C'est typiquement notre génération à nous, c'est-à-dire cocaïne, les pilules, l'héroïne, et énormément de chansons de rap qui ont lutté contre ça. Mais le joint, drogue douce, nickel. Et malheureusement, c'est pas du tout une drogue douce. D'ailleurs, j'avais fait une chanson qui s'appelait Droguer dur de la drogue douce. Pas mal. Droguer dur à la drogue douce. J'aime le shit mais je le hais grave, ouais, parce qu'il m'a laissé quelques traces. Et c'est pas du tout une drogue douce, mais c'est vrai que c'est un peu Bob Marley qui a rendu ça un peu... Pas que d'ailleurs, hein, il y en a eu plein d'autres. Donc moi je suis pas trop pour le fait de faire ça, mais bon je comprends, et après chacun est responsable, hein, c'est pas eux qui vont faire des schizophrènes, hein, chacun a le droit de fumer ou pas. Hein. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter ce podcast. La série est disponible sur Ovio et sur toutes les plateformes. Si tu veux en savoir plus sur 40 ans d'histoire du rap belge, n'hésite pas à mater Timeline, la série documentaire, également disponible sur Ovio. De Benny B à Jean Jass, pas moins de 40 intervenants racontent une belge histoire du rap. C'est rempli d'archives et d'anecdotes, de quoi te donner les clés pour comprendre l'évolution du rap belge. À bientôt.